C'est Kissinger qui disait, je ne veux pas être trop long, mais c'est Henry Kissinger dans le Herald Tribune qui disait il y a quelques semaines qu'aucune génération, jamais, n'a eu à gérer autant de crises d'une telle ampleur au même moment. C'est vrai qu'il y a des problèmes qu'on a laissé pourrir depuis 30-40 ans, que si on avait écouté Jacques Delors sur les nouveaux indicateurs au milieu des années 60, si on avait écouté René Dumont il y a 40 ans, si on avait écouté, peut-être on aurait la CFDT, parce que quand je parlais de Jacques Delors et des citoyens 60, non mais sans rire, la bonne partie des gens qui travaillaient avec Jacques Delors et dans les clubs citoyens 60 étaient en même temps à la CFDT. La CFDT avait une vision globale de la société, le besoin d'un changement global de la société. Et donc si on les avait écoutés il y a 30 ou 40 ans, on aurait sans doute pu avoir des mutations lentes. Là, je crois qu'il faut vraiment accoucher d'un nouveau système. C'est Alain Touraine qui poussait un coup de gueule dans Le Monde il y a 3 semaines en disant le navire peut sombrer à chaque instant. Et pendant ce temps-là, on joue aux cartes. Alors sur la croissance, tu me laisses encore 1 minute? Sur la croissance, je crois juste que Dominique et tous les autres vont dire à quel point cet indicateur n'a aucun sens. Mais de toute façon, la croissance ne reviendra pas. C'est fini. C'est Timbo dans Le Monde l'autre jour qui disait le scénario le plus favorable si ça ne pète pas en Chine, si ça ne pète pas aux États-Unis, s'il n'y a pas un gros crack financier, regardez ce qui se passe en Irlande depuis une semaine, le scénario le plus favorable, c'est 0,9% de croissance. Moi, quand j'étais à Sciences Po, il fallait mettre dans toutes les copies, sinon on n'avait pas la moyenne, que le Japon allait dominer l'économie mondiale au XXIe siècle. On ne pouvait pas avoir la moyenne, mais je vous promets, on ne pouvait pas avoir la moyenne si on ne baisait pas l'empereur japonais. Et là, ils ont 0,9 de croissance, alors que c'est le pays qui met le plus d'argent dans la recherche, et c'est très bien. 3% du PIB chaque année dans la recherche. C'est le pays qui a la politique monétaire la plus favorable, presque 0% de taux d'intérêt. C'est le pays qui a plus de 6% de déficit par an. Ils ont triplé leur dette publique. Ils sont à 200% du PIB de dette publique, tellement ils font des plans de relance. Et malgré ça, le Japon n'a que 0,9% de croissance. Il y a 2 mois, tout le monde disait qu'il y avait un nouveau modèle, c'était le modèle allemand. Et pas de chance, il y a deux semaines, l'OCDE a sorti une étude qui était la une du Figaro Économie. L'Allemagne va passer de 9% de croissance en moyenne à 0,7%. Atterrissage. Donc je crois qu'il faut, juste très intéressant aussi ce point-là, vous voyez là à l'horizontale la dette des ménages en pourcentage du PIB et en vertical la dette des États en pourcentage du PIB. Et en fait on voit que dans tous les pays, il y a une fuite en avant, que dans tous les pays, depuis des années, on maintient la croissance par de la fuite en avant sur la dette. Il y a quasiment aucun pays, voyez, par exemple le Danemark peut être montré comme un exemple parce qu'il a très peu de dette publique, mais il a 140% du PIB de dette privée des ménages. Vous voyez, en gros, en fait, si vous faites le total dette privée des ménages plus dette publique, on arrive quasiment à une constante. Il y a l'Islande qui a fait n'importe quoi, mais sinon tous les autres sont à peu près à une... Non mais voilà, et pourquoi cette fuite en avant? J'ai fini là-dessus. Comment sortir de la crise? C'est, je crois, mais je ne vais pas avoir le temps de développer, c'est que cette courbe, c'est l'évolution de la dette totale aux États-Unis depuis 1950. Et on voit que jusqu'à l'arrivée des néolibéraux, jusqu'à l'arrivée en 1981 de Ronald Reagan, il n'y avait pas besoin de dette, ni de dette privée, ni de dette publique pour maintenir le système. Il y avait un équilibre économique parce qu'il y avait des systèmes de régulation. En particulier Ford qui disait il faut que tout le monde ait un boulot, que tout le monde ait un vrai boulot et que les revenus progressent chaque année avec des règles collectives pour faire augmenter les revenus. On a supprimé ces indicateurs, on a supprimé ces régulations et dans tous les pays, ce qui va au salaire a nettement baissé, ce qui était très bon pour les actionnaires et ce qu'on ne donnait pas par le salaire, on a permis aux gens de l'avoir par la dette. Et donc c'est pour ça que depuis 30 ans, depuis plus de 30 ans maintenant, c'est uniquement avec toujours plus de dettes privées ou plus de dettes publiques qu'on maintient la croissance. Dernier point, et vraiment après ça je rends la parole. De toute façon, j'ai pas le temps de tout développer. Pardon, c'est juste comment sortir de la crise. Non mais je veux laisser la parole aux autres, mais on ne pourra pas sortir de la crise. Là, tous nos dirigeants paniquent en se disant comment faire. Soit on maintient les plans de relance pour avoir un peu de croissance, mais on va être écrasé par la dette publique dans quelques années. Soit on arrête les plans de relance et on retombe en récession tout de suite. C'est Roubini qui disait l'autre jour, on lui demande, Roubini sort un bouquin pour dire que la crise est très grave et qu'on va être assommé par la dette publique. On lui dit alors est-ce qu'il faut faire des plans d'austérité? Et sa réponse est damned if you do, damned if you don't. On est foutu si on fait les plans d'austérité, on est foutu si on ne les fait pas, ce qui n'est pas très optimiste. Donc comment sortir de ce cercle vicieux? C'est de comprendre cette fuite et c'est de comprendre ce qu'ont fait ceux qui ont reconstruit le système avant même Bretton Woods en 1944. On l'oublie souvent, mais avant même de parler, on parle beaucoup là du prochain G20. Sarkozy dit qu'il veut qu'un équilibre un accord sur les monnaies. En 1944, avant même qu'il y ait les négociations sur les monnaies à Bretton Woods, avant même qu'il y ait les négociations sur le commerce mondial, le GATT, puis l'OMC, il y avait l'accord de Philadelphie,
voyez là Roosevelt en mai 44, c'est quelque chose de fondamental. En mai 44, Roosevelt convoque tous les chefs d'État ou les ministres, si les chefs d'État sont pas là, et il signe la déclaration de Philadelphie qui dit quoi? Qui dit le travail n'est pas une marchandise. La pauvreté, où qu'elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous. Et donc les chefs d'État, avant encore une fois de lancer des négociations sur la monnaie, avant de lancer des négociations sur le commerce, les chefs d'État, c'est pas José Bové qui a rédigé ça. Le travail n'est pas une marchandise, on pourrait croire que c'est José Bové qui a rédigé ça. C'est Roosevelt qui le fait signer par tous les chefs d'État et qui explique qu'il n'y aura pas de paix durable s'il n'y a pas dans chaque pays et au niveau international des règles de jeu très concrètes sur les salaires, sur le temps de travail, sur la répartition des gains de productivité. Dernière idée, pourquoi est-ce que la croissance n'est plus du tout synonyme de plein emploi? La croissance ne reviendra pas. On l'a vu avec le Japon et je pourrais argumenter avec plein d'arguments. La croissance ne reviendra pas. Vu la crise écologique, vu la crise énergétique, de toute façon, elle n'est pas durable. Et dernier point, même un pays qui avait une croissance très forte comme les États-Unis jusqu'à il y a 3 ans, cette croissance n'était plus du tout synonyme de plein emploi. C'est une étude cette courbe vient du livre blanc de la Maison Blanche qui a été publié en février 2007. Et elle montre l'évolution du temps de travail réel aux États-Unis depuis 1965. La courbe en pointillé en haut, c'est dans l'industrie, et la courbe en gras, c'est tous emplois confondus. Tous ceux et celles qui ont un emploi, sans compter les chômeurs. Et on voit que même avant que la récession touche les États-Unis, même quand les États-Unis étaient un modèle de croissance, on sait maintenant que ça n'était pas durable, c'était artificiel, c'était grâce à l'endettement, grâce à l'immigration, mais c'est vrai que pendant 20 ans, les États-Unis ont eu 1 point de croissance de plus que l'Europe. Mais même avec plus de croissance, les États-Unis n'étaient pas du tout en situation de plein emploi. La durée réelle du travail était tombée à 33,7 heures de durée moyenne. En février 2007, la Maison-Blanche dit aux États-Unis, la durée moyenne, sans compter les chômeurs, sans compter tous les chômeurs découragés, sans compter ceux qu'on a foutus en prison, la durée réelle du travail est tombée à 33,7 heures parce que des millions d'Américains n'ont que des petits boulots à 8 heures ou 10 heures par semaine. Donc pourquoi, ce qui était vrai il y a 40 ans, quand certains de nos dirigeants ont fait l'ENA ou HEC il y a 30 ans ou 40 ans, et c'était vrai qu'à cette époque-là, plus de croissance, ça donne plus d'emplois. Pourquoi c'était vrai il y a 40 ans et pourquoi ça n'est plus vrai aujourd'hui? C'est fondamentalement parce qu'on a fait des gains de productivité colossaux. La plupart de nos dirigeants n'ont jamais foutu les pieds dans une entreprise et donc n'en ont pas. Non, mais c'est la réalité. Non. Moi, j'étais consultant pendant 11 ans. C'est pour ça que je travaille sur ces questions. Mon job pendant 11 ans, c'était de faire des gains de productivité dans les entreprises. Mais la plupart de nos dirigeants étaient formés dans les années 60 ou au début des années 70. Souvenez-vous Jacques Chirac qui demandait qu'appelez-vous une souris quand il allait voir un ordinateur. Il demandait voilà. Donc les gains de productivité. Voilà pourquoi le découplage entre croissance, il y a plein d'autres explications, mais l'explication fondamentale du découplage, pourquoi plus de croissance n'est plus du tout aujourd'hui synonyme de plein emploi, pourquoi même avant la crise, les États-Unis n'étaient pas en situation de plein emploi et s'en éloignaient chaque année, c'est parce qu'on a fait des gains de productivité colossaux depuis 30 ans. En tant que tel, ça devrait être une très bonne nouvelle. Tout ce qui est le travail répétitif, le travail dangereux, le travail où il n'y a pas besoin d'intelligence ou de relations humaines, on essaye de remplacer l'homme et la femme par des machines. A priori, ça devrait être une bonne nouvelle, mais c'est un tabou dans le débat public. Nous sommes incapables de réfléchir à ce que nous faisons de ces gains de productivité. Ça aussi, c'est un indicateur qui devrait être dans le débat. Merci. Merci.